Le coronavirus va-t-il finalement nous amputer de tout ce que nous avons d'iconique? Ces tueurs silencieux, quasi impitoyables, est en train de décimer nos baobabs qui partent l'un après l'autre. L'entourage du président Tshisekedi est particulièrement le plus touché avec maintenant trois personnes qui nous ont quittés. Avant, c'était Jack Ilunga, ensuite le très respecté Jean-Joseph Mukendi. Et ce matin, nous avons appris, non sans tristesse, la disparition de Monseigneur Gérard Moulumba, qui nous a quittés des suites de cette maladie. 21 victimes déjà en l'espace d'un mois, alors que le pouvoir public semble ne pas prendre très au sérieux la menace. De l'autre côté, l'équipe des ripostes nous alerte que nous allons atteindre le pic de la première semaine, du mois de mai. Il faut se préparer au pire parce que la riposte pose problème, les conditions ne sont pas suffisamment réunies. Mouyele propose même l'élargissement du confinement dans les communes voisines de la Gombe. Ce soir, on va tenter de voir si le pouvoir, la présidence, le gouvernement ne prennent pas très au sérieux cette maladie qui décime et nous assistons impuissants chaque jour qui passe à la mort, à la disparition de nos proches. Nous allons en parler. Nous parlerons également de l'affaire Cameroun qui fait polémique. Sommes-nous en train d'ouvrir plusieurs fronts à la fois? Était-il important d'ouvrir ce chapitre alors que tous nous combattons le coronavirus? Le président, la justice, maintenant que les procès sont interdits, maintenant qu'il y a tellement de mesures préventives prises, était-il important d'ouvrir ce chapitre en ce moment? Félix Tshisekedi est-il en train de se créer un ennemi de plus? En fait, n'était-il pas important que tous les efforts soient convergés maintenant vers le combat contre cet ennemi que nous avons tous en commun, le coronavirus qui n'épargne personne? Et si nous aurons un peu de temps, nous parlerons de cette chloroquine, alors que les efforts doivent être convergés vers la lutte. Certains essaient de diaboliser ceux qui participent aux efforts de riposte, ce qui est vraiment pathétique. Madame, Messieurs, bonsoir à vous tous qui nous regardez ce soir et bienvenue à ce numéro, ce nouveau numéro des non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Comme nous le disons toujours, nous resterons au front jusqu'à ce que le tout dernier ennemi du pays aura désarmé. Et en ce moment, l'ennemi de la RDC est donc le coronavirus. Nous respectons les mesures prises par les autorités sur la distanciation sociale. Vous remarquez qu'avec mes invités, on a quelques écarts donc de distance. Nous portons nos masques. Également des gants pour éviter la contamination. Les invités, c'est Charles-Eken Kankoumaïla, Nico Faye Mikaï et puis Romero. Là, messieurs, vous êtes tous les bienvenus dans cette émission. Comment allez-vous? Plus qu'avant. Plus vous prenez la parole. Non, d'abord Nico, parce que lui a été dans l'UDPS, il a connu ce que représente Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile. En fait, c'était le père de Félix Tshisekedi après le décès d'Étienne Tshisekedi. Il a quitté son Kasaï natal. Il était évêque de Moueka pendant plus de 17 ans. Retraité, il est venu à Kinshasa s'occuper des obsèques de son frère. Et finalement, son neveu devient président de la République. Il est nommé chef de maison civile. Nous avons appris ce matin, non sans surprise, qu'il n'est plus de ce monde à l'âge de 82 ans. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre pour l'opportunité que vous avez bien voulu nous accorder ces jours. Mais avant de répondre à votre question, le rappel historique, c'est très important. Je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 1363 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 342 jours au-delà de 100 jours du chef de l'État et 36 jours depuis que le premier cas de Covid-19 a été déclaré en République démocratique du Congo. Nous sommes à 21 victimes maintenant. Voilà. 1363 pour la fin du mandat. Mandat du président, pour tout le monde, on a compris, du Parlement, on gagne le temps. Assemblée provinciale et gouvernement de province. Que chacun fasse sa part. Mais pourquoi j'ai inséré le cas de Covid-19? Le budget exercice 2020 a été promulgué avant que le Covid-19 se déclare au Congo. Je n'aimerais pas que le Covid-19 devienne un prétexte pour proroger les élections. Qu'on dise à mon peuple, dans l'exercice 2020, combien le gouvernement a-t-il réservé pour la CENI pour les élections de 2020? Bien, ok. On va parler du décès brutal ce matin. Nous l'avons appris par voie de presse et nous avons certifié l'information auprès des proches. Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, n'est plus. Il est donc la troisième
personnalités dans l'entourage de Félix Tshisekedi à mourir du Covid-19. Avant, il faut rappeler, c'était Jacques Ilonga, le chargé de mission, ou encore le très puissant et respecté, le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Omulumba. Oui, tout à fait. Avons tous appris le dossier de Monseigneur Gérard Moulumba. Vous savez, lorsqu'il y a chez nous en Afrique, lorsqu'il y a un cas de décès, nous ne pouvons que regretter. Mais moi, en certaines choses, je ne me limite pas seulement aux effets. Nous devons nous poser la question, pourquoi tous ces morts? Tous ces morts qui auraient pu, bien qui auraient dû être évités. La cause, c'est quoi? C'est le Covid-19. Ça, vous avez parlé de ceux qui sont tombés, que Covid-19 a eu raison sur eux. Il ne faut pas oublier que toujours, à la présence de la République, il y a eu que le Covid n'a pas eu raison sur eux, qui ont survécu. Dieu leur a fait grâce. Il y a notamment Vide Chimanga, le conseiller spécial du président. Posons-nous maintenant la question. Aujourd'hui, nous en sommes à 254 cas. Nous en sommes à 21 cas de dossier. Mais pourquoi tout cela? Pour des choses qui auraient pu être évitées. Jusqu'à ces jours, je pose la question à Kinshasa. Pourquoi les autorités de Kinshasa ont-ils pris du temps pour prendre des mesures drastiques, c'est-à-dire fermer les frontières? Jusqu'à la preuve du contraire, 90% de cas, ce sont des cas importés. Qui viennent de l'étranger. Mais lorsqu'on a déclaré ça, lorsque la pandémie a franchi les frontières, on a arrivé jusqu'en Europe, le premier cas chez nous, c'est le 19 mars. Les premières mesures ont été prises le 24. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, autant donné que nous n'avons presque pas de budget? Le pays vit à la sauvette. Le pays vit à la mendicité. Le Congo aujourd'hui est devenu le mendiant international. Dans la vie, vous savez que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. On n'a pas anticipé. On n'a pas anticipé. On a subi. On a subi. Nous sommes en train de subir et nous n'avons pas encore subi. Les jours à venir sont pires. Le pire nous attend. Alors, pour un gouvernement clairvoyant, sachant faire la politique de ses moyens. Or, lorsqu'on était de l'autre côté, on faisait quoi à mon peuple qui avait 2 milliards? Mais à ces jours, l'on se rend compte que les gouvernements vivent comme un coopérant sur le boulevard du 30 juin. Merci Nico. C'est très important. Et d'ailleurs, jusqu'au moment où Maman Olive Lembe Kabila va faire un don de 200 000 $ à l'INRB, des produits ouvriers, des boîtes de chloroquine, 400 cures environ. On nous disait que l'INRB n'avait encore rien perçu dans le cadre de la riposte. Mais je voudrais, Charles, que vous preniez la parole pour qu'on commente d'abord sur le décès d'un baobab qui est tombé. Gérard Moulumba, ce n'est pas n'importe qui dans l'entourage de Félix Tshisekedi. En fait, c'est un sage qui nous a quittés. Bon, merci beaucoup pour la parole et pour l'invitation. Avant, je présente les condoléances de tous les Christiens. Il faut dire que vous êtes très proche du parti, un peu plus encore de la famille. Arrêtez avec les étiquettes de ces gens. Vous m'avez invité ici en qualité de journaliste et non en qualité de proche de l'UDPS ou des Kabila. Soyons clairs. Je n'ai jamais été de l'UDPS, donc vous ne pouvez pas, comme ça, m'étiqueter de cette façon. Remarque prise en compte. C'est pas quand même sérieux. Merci Charles. Remarque prise en compte. C'est pas sérieux. Alors, revenons maintenant, je dis que je présente mes condoléances spirituelles à la famille d'Élise Muscari, au président de la République, parce qu'il faut souligner que celui qui est décédé, c'est comme on dit en Lingala, appelé. Il est poignardé dans le dos, Félix Tshisekedi. Vraiment qui était resté, qui avait remplacé au sein de la famille Étienne Tshisekedi. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi est vraiment touché parce qu'il a perdu son oncle paternel. Et c'est vraiment triste de voir un homme comme celui-là, un homme intègre, Gérard Moulumba, un prêtre catholique sérieux, qui a servi le peuple de Dieu pendant beaucoup d'années. 17 ans évêque de Mouika dans le Kassai. Justement, aujourd'hui, à 82 ans, il s'en va, c'est vraiment triste, et cela démontre à suffisance à l'opinion que le coronavirus est une réalité en République démocratique du Congo. Il faut arrêter avec la désinformation, avec tout
toutes les rumeurs, les mensonges qui se rencontrent dans les rues de Kinshasa. Donc les Congolais doivent comprendre que le coronavirus est en train de ravager dans notre pays. Parce que nous avons aujourd'hui 21 morts. C'est vrai qu'il faut aussi souligner la comorbidité. Ça veut dire que si ces virus trouvent en vous d'autres maladies telles que diabète, asthme, hypertension et autres, ce sont des maladies qui viennent aggraver l'état du patient. Donc, alors maintenant, est-ce que vous comprenez que la famille présidentielle soit la plus touchée? On le disait avec Nico tout à l'heure. Avant, Monseigneur Mulumba, c'était notre Baoba qui nous a précédés dans l'au-delà. Le très respecté Jean-Joseph Mukendi, décédé dans les conditions similaires. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est plus autour de Félix Tshisekedi qu'il y a le plus de morts ou des cas? Bon, écoutez, c'est pas bon aujourd'hui de vouloir indexer telle ou telle autre personne pour une maladie qui est en train de toucher tout le monde. Covid-19 n'a pas de famille, il n'a pas de race, il n'a pas de tribu, il n'a pas de pays. C'est une pandémie qui secoue le monde entier. Ceux qui évitent, qui ne sont pas frappés par cette maladie, ce sont à la fois ceux qui observent les règles, les gestes barrières, les règles d'hygiène, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, comme tout tel qu'on est en train de parler avec toi, peut-être que Jean-Pierre Kembe est touché par le coronavirus, on ne sait pas parce qu'il y a aussi des malades asymptomatiques. Mais il faut aussi souligner, et là je reviens à ce que vous avez dit à l'entame de l'émission, aujourd'hui nous sommes en train de voir que contrairement à la première gestion de cette pandémie dans notre pays, il y a une amélioration. Mais ça fait maintenant 6 jours qu'on n'a pas enregistré de décès. Le dernier décès, c'est celui qui est intervenu aujourd'hui. Mais c'est une amélioration. Est-ce que le décès, la dernière question, parce que la parole a tourné, est-ce que le décès de Gérard Mulumba est une perte immense pour Félix Tshisekedi? Surtout qu'on sait qu'il était le seul papa encore en vie et qu'il jouait un rôle important autour de lui, c'était son homme sage. Ça serait me redire parce que je l'ai souligné que Félix Tshisekedi est touché. J'ai parlé de Papa Lek ici. Donc il est effectivement touché. Ça je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je voulais enchaîner pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'équipe de Muyembe s'efforce pour une gestion efficace de cette pandémie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques images que nous avons vues circuler dans les réseaux sociaux, certains patients à l'hôpital du cinquantenaire qui se plaignaient, mais regardez les nombres de patients en bonne évolution. Voilà. Et si on fait une analyse comparative du premier mois de Covid-19 en RDC, vous comparez ces premiers mois avec ce que la France, les États-Unis, l'Espagne et l'Italie ont connu, c'est le jour et la nuit. Bien. Nous, on est à 250 cas, mais dans l'espace d'1 mois, il faut voir combien la France a compté des morts et des nombres de patients. L'Angleterre, les États-Unis, aujourd'hui, qui sont les plus touchés parmi les pays du monde. Il faut rappeler qu'en Afrique, nous sommes le 2e pays le plus touché après l'Algérie. Ça signifie que le Rwanda ou l'Afrique du Sud, qui ont plus de cas que nous, ont bien géré la question. On a vu le scandale, la vidéo qui nous est parvenue, des patients à l'hôpital du cinquantenaire qui ont quitté. On sait que même les policiers qui sont commis au niveau de barrières, au niveau de la commune administrative de la Gombe, se plaignent qu'ils ne reçoivent pas des primes, de l'argent, et qui vivent désormais de la mendicité, comme toujours d'ailleurs. On va en parler. On va parler de la gestion du Covid, parce que c'est très important. Muyembe a prévenu que si rien n'est fait, si les mesures adéquates ne sont pas prises, nous risquons d'avoir un afflux important de malades dans les structures sanitaires d'ici la première semaine du mois de mai. Mais d'abord, plus Romain, on sait que tu vas bien. On évoque avec les amis tout à l'heure le décès de Gérard Mulumba Kalenga, que vous avez peut-être connu, vous avez fréquenté l'UDPS, on connaît son influence. Il était partagé à la fois entre l'Église et la famille de Tshisekedi. De temps en temps, quand son frère était en exil ou devait être ramené au Kassai et ainsi de suite, il prenait la place de papa. En fait, c'est quelqu'un que Tshisekedi, Félix Tshisekedi, connaît très bien.
et à qui il avait tellement confiance. En fait, je voulais d'abord présenter mes condoléances, mes compassions à la famille présidentielle, à la famille Etienne Tshisekedi. Elle n'est pas la seule qui est frappée. Moi aussi, je suis frappé par ces deuils. Vous allez me poser la question pourquoi? C'est puisque mon jeune frère, Maître Kelly Kalema, il a épousé dans cette famille. Il a épousé la petite fille de la famille Tshisekedi. Ouais. Et donc, ma famille aussi est frappée. Nonobstant nos divergences politiques, point de vue, la famille reste sacrée. Et effectivement, c'était quelqu'un qui avait de l'influence dans cette famille, dans le sens qu'il jouait aussi le rôle du conseil spirituel de son frère, Etienne Tshisekedi, et aussi de l'actuel chef de l'État. Bon, en fait, moi, je ne voulais pas en venir sur les cas de coronavirus que nous avons ici. Je voulais tirer seulement la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire dans les jours à venir? Quelle serait la politique sanitaire du gouvernement congolais? Quelle serait la politique économique, puisque nous sommes frappés aussi sur le plan économique? Quelle serait la politique? Il y aura des salariés qui ne recevront plus leur salaire parce que les entreprises n'ont pas tourné. Tout à fait. Quelle serait la politique sécuritaire du gouvernement congolais? Quelle serait la politique agricole? Puisque apparemment, le budget est affecté beaucoup plus dans la diversion que dans des secteurs porteurs de vie. La santé, l'agriculture, la sécurité, puisque Nicolas a dit, si on allait prendre des mesures bien avant, puisque 80% provient de l'extérieur. Si on allait prendre les mesures bien avant, on n'arrivait pas à ce cas ici. Et si le ministère de la Santé aurait géré cette question d'une manière responsable, on n'arriverait pas à cette situation. Et si l'économie congolaise n'était pas extravertie, on ne mourrait pas de faim. La conséquence, c'est que même pour entrer dans la commune de la Gombe, la police monnaie l'entrée. Et ça sera plus fatal dans les jours qui arrivent. On dit que les policiers n'ont plus reçu leur prime. Et désormais, ils sont obligés de vivre de la mendicité, de quelques billets verts. D'ailleurs, on a appris que cette Kikouni ayant refusé de donner un peu d'argent aux policiers a été coffré pendant quelques heures avant d'être relâché. Mais oui, justement, lorsque nous disons que c'est un pouvoir d'amateur, on a eu à critiquer l'ancien régime. On s'y attendait à faire mieux, mais ça devient plus pire. Et avec la pandémie, je pense que la situation va se détériorer. L'autre fois, j'étais encore sur ce plateau, je vous avais dit, les conditions sanitaires de la ville de Kinshasa vont produire des dégâts. Et j'ai fait un article. À quand l'assainissement de la ville de Kinshasa? C'est en ce moment ici, où tout le monde est confiné, qu'on devrait faire sortir les prisonniers. Les policiers qui ne foutent absolument rien, qui sont là en train de regarder. Ils devraient curer les caniveaux. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle les réservistes. La nuit, faites sortir les prisonniers, mettez-les, curez les caniveaux. Mais vous n'assainissez pas Kinshasa. Mais le pire, j'ai écrit un article. À quand l'assainissement de la ville de Kinshasa? Mais aujourd'hui, regardez, le Congolais est abandonné à son triste sort. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'hôpitaux. Et pour quelques individus qui font les dons par leur bien-être, et on les critique. Je parle de maman Olive Lembe, qui a donné de l'argent et que le laboratoire est allé acheter le médicament, mais il fallait voir dans les réseaux sociaux. Cette humble femme diabolisée à outrance, et ceux qui les diabolisent sont incapables de débloquer $10 pour aller donner à l'INRB. Alors, un geste magnifique, on doit les magnifier puisque le Seigneur qui est au ciel va nous bénir. Mais lorsque nous sommes là que pour jeter les pierres à cette pauvre dame qui le fait de son bon cœur, par la détresse de certaines personnes qui viennent à son secours, mais vous voyez les fils du diable en train de tirer à boulet rouge sur cette humble femme. C'est répugnant et c'est révoltant. Donc, cette pandémie doit remettre les décideurs à l'ordre.
doivent comprendre comment on doit gérer la République. On ne peut pas gérer la République avec les amateurs au sommet de l'État. Il faut faire la tabula rasa pour mettre le responsable susceptible de venir en aide à la République démocratique du Congo. Le tableau tel que présenté, on ne peut plus sombre, alors que l'INRB ou encore l'équipe de riposte nous prédisent le pire. Mouyembe a prévenu qu'il faut s'attendre à l'afflux important des malades dans les structures sanitaires, alors que nous ne sommes pas en mesure de faire face à un afflux aussi important. Charles, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Parce que Mouyembe nous dit qu'il faut s'attendre au pire si des mesures nécessaires ne sont pas prises. Bon, je pense qu'il ne faut pas jouer au fol alarmiste aujourd'hui. Il faut prendre au sérieux, cette pandémie dans notre pays, mais au regard de la manière dont d'autres pays à travers du monde sont ravagés par le Covid-19, il faut quand même féliciter l'équipe de riposte. Parce que, souvenez-vous que dans l'espace d'un mois, la France a connu plus de 5000 morts. Les États-Unis n'en parlent même pas. Mais nous, aujourd'hui, on est au 36e jour, comme l'a dit Nico, mais on compte 21 décès. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi. Il n'a pas de moyens nécessaires pour faire face à la crise. Non, mais l'épidémie dans 4 autres provinces. Il a été demandé à Mouyembe de présenter un plan de riposte global. Et ce plan-là, à ce que je sache, a été déposé hier. Un plan de 125 millions de dollars. L'équipe de riposte avait besoin de 3 millions de dollars dans un premier temps. Cet argent a été déjà décaissé et il se trouve entre les mains du secrétariat technique. Donc aujourd'hui, 1,2 million sont arrivés. Non, mais je dis qu'aujourd'hui, l'argent a été décaissé. Et si vous avez suivi la dernière sortie médiatique du ministre de la Santé, il avait fait mention de ça. Il avait dit que moi, j'ai l'argent, le gouvernement a déjà décaissé l'argent et cet argent-là est géré par le ministre de la Santé. Alors, donc aujourd'hui, j'aimerais un peu revenir sur ce qui est... On fait quoi de cet argent? On répondait plutôt à ma question. On se lance dans la sensibilisation, on achète des matériels médicaux ou on fait quoi? C'est tout ça, des respirateurs, des masques pour les personnels soignants, les kits sanitaires, c'est tout ce qu'on est en train de faire avec cet argent. C'est tout ce qu'on est en train de faire avec cet argent. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de plus de 150 patients en bonne évolution, ça veut dire qu'ils sont en train d'être suivis par les soignants. Donc aujourd'hui, moi je pense que la gestion de cette pandémie dans notre pays n'est pas aussi catastrophique telle qu'on l'avait décrit au début. Il y a eu une amélioration. Voilà pourquoi nous avons relevé ici que ça fait 6 jours qu'on n'a pas enregistré un décès. Alors qu'au début, c'était presque chaque jour qu'on avait un décès. Aujourd'hui, la commune de la Gombe a été confinée et on est en train de répertorier tous les cas. Beaucoup d'échantillons ont été déjà testés. Donc, gloire à Dieu, nous attendons dans les prochains jours que nous ne connaîtrons pas, et je vais terminer par là, nous ne connaîtrons pas la situation de l'Espagne, de l'Italie ou de l'Angleterre. Parce que dans l'espace de mois, ce qu'ils ont connu, nous, vous avez suivi le directeur général de l'OMS qui disait qu'en Afrique, ça sera une catastrophe. Mais jusqu'aujourd'hui, et regardez les pays africains qui sont touchés par Covid-19, on n'a pas encore atteint 1000 morts sur l'ensemble des morts en Afrique. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, il y a quand même des mesures qui ont été prises. Et parce que vous avez dit que l'État n'avait pas pris des précautions avant. Mais moi, je me pose la question. Les États-Unis qui avaient fermé les frontières avant, la France qui avait fermé les frontières avant, la Russie qui avait fermé les frontières avec la Chine et tous les autres pays, ils sont frappés aujourd'hui par coronavirus. Et comme cette maladie-là, il y a des malades asymptomatiques qui peuvent venir des pays les plus touchés et arriver ici. Il n'y a pas moyen que l'on puisse facilement identifier, ne fût-ce que par le prélèvement de la température, que celui-ci est malade ou pas. C'est seulement le dépistage qui détermine. Nico prend la parole. Il ne faut pas quand même condamner. Nico Faye, on prend l'aspect économique de cette pandémie.
Ça va faire un mois que les entreprises n'ont pas fonctionné normalement. Les prix sur le marché ont galopé. Heureusement que les bienfaiteurs, des paysans qui se reconnaîtront ont pu injecter quelques produits sur le marché, ce qui a pu quand même jouer au niveau de la balance des prix. Est-ce qu'on peut dire, ailleurs, l'État prend des mesures, genre payer les entreprises, payer les salariés pour que les États ne s'arrêtent pas. Chez nous, on ne sait pas encore pour trouver 2-3 millions pour la riposte. On ne dit rien sur comment on va gérer économiquement cette crise. Nous risquons de mourir plus de la crise économico-financière que du Covid-19. Oui, vous savez que nul n'est prophète ce soir. Ce sont des choses que j'ai prédites, mais j'étais incomplet. Votre micro. Mais j'ai failli tomber syncope lorsque j'entends Charles Leclerc revenir sur le cas de Washington et consorts. D'abord, il faut comprendre que l'Afrique tout entière, jusqu'à ce jour, l'on se pose des questions. Pourquoi en Afrique, vu les conditions, il y a un taux faible de mortalité? Jusque-là, ça dépasse l'entendement, vu la morosité des économies et consorts. Mais les scientifiques se posent la question pourquoi en Afrique, il y a toujours un taux de mortalité le plus faible. Vous évoquez le cas de Washington. Washington, d'abord, a débloqué 8 milliards de dollars pour la recherche, pour le vaccin. Vous avez dépensé combien? Washington a débloqué 40 milliards pour la lutte contre le Covid-19. Vous avez débloqué combien? Vous n'allez pas comparer les mesures qui sont prises par Washington. Et Washington aujourd'hui est en guerre contre l'OMS. Aujourd'hui, Trump a menacé de suspendre le financement de Washington à l'OMS. Ah, parce que c'est Washington qui est le premier contributeur de l'OMS. La négligence, ces faits doit être toujours condamné. Washington condamne l'OMS de n'avoir pas pris les mesures nécessaires. Il dépense 400 millions de dollars l'an que Washington donne à l'OMS. Mais Washington demande des comptes aujourd'hui à l'OMS et il menace l'OMS de bloquer son financement. Vous n'allez pas comparer. Vous n'allez pas comparer les deux cas. Ici, on vous pose la question, quel est le plan de relance économique? Washington, pour votre information, j'apporte à votre connaissance, Washington a un plan de 2000 milliards. Et on est en train d'estimer qu'on remette 1200 dollars au moins à toute personne active. C'est-à-dire, on doit remettre 1200 dollars à tout Américain à l'âge de travailler. Et en plus, au lieu de 2000 milliards, il y a un autre plan de 2000 milliards 800 supplémentaires. Mais chez nous... Chez nous, dans tout ça, rien. Chez vous, qu'est-ce que vous avez envisagé? C'est l'étatonnement. Moi, je ne peux pas accepter que mon peuple se meure pour une faute qui aurait pu être évitée, pour une situation qu'on aurait dû juguler. Comment? On aurait dû juguler en fermant d'abord les frontières. Est-ce que pensez-vous que les pays ont fermé les frontières s'il vous plaît, avant qu'ils n'arrivent je vous ai laissé, attendez, vous ne posez pas de questions, ce n'est pas votre rôle. Je vous sécurise. Je suis en sécurité. Charlequin, vous n'avez pas la parole. menacé sur votre plateau. Une personne à la fois, Charlequin. Je suis en sécurité. Un instant. Charlequin, vous n'avez pas la parole. Vous n'êtes pas mon co-présentateur. Je suis le seul qui pose des questions ici et vous répondez. Nico, vous terminez parce qu'on va passer à la deuxième thématique. Le centre de Covid-19 au Congo, c'est la présence de la République. Tous ces gens-là qui, à chaque fois qu'ils poussaient, allaient en Europe, qu'ils aillent encore en Europe pour te payer moto. Est-ce qu'il n'y a pas encore de conférence? Est-ce qu'on ne peut pas encore aller en conférence? Parce qu'à chaque fois qu'on condamnait, on dit non, on va en conférence, on va assister pour jeter l'argent. Mais aujourd'hui, est-ce que ne peut-il pas encore aller en Europe? Ne peut-il pas encore faire la ronde du monde? Maintenant, l'argent qu'il dépensait là, aujourd'hui, vous avez parlé, parce que je me réserve, parce que c'est un sujet que vous avez inscrit à l'ordre du jour, sur la gestion et la gestion de cette crise. Mais on vous dit qu'il y a eu une coordination. Mais lorsqu'on monte une coordination dans ces conditions ici, la première des choses, c'est songer à son financement. Mais on ne vous dit pas juste là combien a-t-on financé? Les 1 million. Il faut quand même avoir honte, non? Pour un État, vous parlez qu'il y a un plan et une situation de 100 quelques millions, mais le gouvernement n'a à peine à débourser 1 million de dollars américains. Au moment où le 15 millions était la rétrocommission, et aujourd'hui, vous nous parlez que non, on a déboursé 1 million. C'est vraiment mort à l'âme. Nous poursuivons donc avec cette émission. Nous saluons vous tous qui venez de nous rejoindre à l'instant et vous disons déjà merci pour vos messages qui nous parviennent via WhatsApp. Le numéro est affiché.
au bas de votre téléphone ou de votre téléviseur. Écrivez-nous, faites-nous part de vos remarques, vos suggestions et nous en prendrons compte. La lutte contre le coronavirus est une question commune et requiert les efforts de nous tous, alors que nous avons des bailleurs internationaux qui nous amènent du comprimé, des kits médicaux. Ici au pays, nous avons une dame, une particulière ou des particuliers qui font don à l'INRB ou à l'équipe des ripostes. Puis Romain Roland parlait tout à l'heure des 400 cures de chloroquine données par Olivier de Kabila. On connaît tous la diabolisation qui a été orientée contre ces dons, alors que nous savons que ces comprimés sont en train de soigner beaucoup de personnes. Puis on va parler maintenant de l'état d'urgence parce que c'est très important. Cette question qui empoisonne sérieusement la vie politique. Ici, au niveau de la ville basse, le président, effectivement, pour contrer la maladie, a décidé de décréter ou de déclarer l'état d'urgence. D'aucuns estiment, notamment le président du Sénat, qu'il avait violé la Constitution. Tous les deux sont allés au niveau de la Cour constitutionnelle qui a fini par donner raison au président Tshisekedi qu'effectivement, sa déclaration était conforme à la loi fondamentale. Et maintenant, il y a cette polémique sur des excuses que l'on attendrait du président du Sénat. Le dernier tweet en date est celui du porte-parole du président. La première étape, j'ai présenté mes condoléances à la famille présidentielle. La seconde étape, je vais saluer un partenaire et un grand téléspectateur de votre émission. C'est l'honorable Bernard Kayumba, qui nous suit en ce moment, qui m'a demandé de vous transmettre personnellement ses salutations, ses encouragements pour la qualité de l'émission que vous produisez. Vous êtes parmi nous. Très bien. Voilà. S'agissant de l'état d'urgence, vous savez, nous sommes sur des plateformes, des forums dans les réseaux sociaux. Et ce que je me pose la question, si réellement nous avons des juristes, si réellement la présidence de la République a des conseils juridiques. La Constitution est là claire. Hier, on a marché sur cette Constitution. La Constitution qui a vendu la République démocratique du Congo, la Constitution qui avait été écrite en Belgique, la Constitution qui a fait ceci. Aujourd'hui, ceux-là hier qui étaient les pourfendeurs de la Constitution sont devenus des défendeurs de la Constitution sans la comprendre. Écoutez, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme l'ordonnance du chef de l'État. Tambwe Mwamba n'avait pas nié la conformité de l'ordonnance du chef de l'État. Ils ont demandé, les deux présidents de deux chambres ont demandé tout simplement de conformer cette ordonnance par la législation. Il fallait légiférer les lois qui doivent encadrer l'état d'urgence. Le président ne peut-il pas se passer du Congrès? Non, écoutez. On doit se passer du Congrès dans quelle mesure? A priori, il fallait d'abord commencer. Il a invité les présidents des deux chambres. Il les a consultés, suivant l'article 85. Mais qui devrait donner l'autorisation pour que le chef de l'État proclame l'état d'urgence? Allez aux articles 119, 144 et 145. Mais pourquoi la Cour constitutionnelle donne raison à Félix Tshisekedi? C'est juste pour ne pas salir la présidence de la République. Imaginez-vous que l'ordonnance du chef de l'État ne soit pas déclarée conforme. Quelle sera la suite à la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'on peut dire aussi que la Cour était féodée, comme ce qu'on disait exactement à l'époque des Kabila, qui avait féodé la haute Cour? Les pourfendeurs d'hier de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, ont été les acclameurs, puisque la Cour a pris fait et cause de la présidence de la République. Mais cela n'est pas la question. Lorsque Tambwe Mwamba disait que nous sommes dans une situation de fait, mais il faut légaliser cette situation. Mais on va légaliser cette situation comment? Il y a ordonnance décrétant l'état d'urgence, certes. Mais quelles sont les mesures qui doivent encadrer? Il faut qu'il y ait une loi. Cette loi-là va sortir d'où? C'est ça la question qu'on se pose. Et je suis en train de m'étonner lorsque j'entends des gens et certains des journalistes qui disent coup d'État constitutionnel est raté. Et pourtant l'ordre du jour était bien défini. Quel coup d'État Est-ce que c'est au Congrès de faire un coup d'État? Effectivement un coup, mais est-ce que ça devrait se passer au Congrès? Les coups n'étaient que dans la tête de ceux qui pensaient qu'il devrait y avoir coup d'État. En réalité, Tambwe Mwamba voulait sauver la présidence de la République.
puisqu'il faut qu'il y ait une mesure constitutionnelle. Pourquoi on dit de lui qu'il est hautain, qu'il est imbu de lui-même? Bon, écoutez, c'est lui qui dit qu'Ntambwe Mwamba est imbu de lui-même, là, qu'elle prouvait qu'Ntambwe Mwamba est imbu de lui-même. Lorsqu'il prend à témoin la Constitution, je reprends encore dire, puisque hier il y avait encore une autre polémique, de certains juristes. Non, c'est le moment que le chef de l'État doit dissoudre le Parlement. Mais il dissout le Parlement, moi, puisque je le flanque une plainte. Puisque l'article 148... Mais oui, puisque l'article 148 le lui interdit en cette période d'état d'urgence. Il ne peut pas dissoudre le Parlement. Et vous allez dissoudre le Parlement pour quelle raison? On dit après, Franck Diongo a dit qu'il faut dissoudre le Parlement après l'état d'urgence. Celui-là, depuis qu'il est sorti de la prison, je pense qu'il est à la recherche de postes. Et je suis au regret d'entendre de cette éminence, Franck Diongo, dire le chef de l'État doit nommer les gouverneurs militaires dans le Haut-Katanga, au Sankourou et dans le Congo central. Il faut arrêter aussi, il faut arrêter Tambwe Mwamba. Il a tiré... Écoutez, demander la conformité de l'état d'urgence sur le plan juridique, constitutionnel, devient l'outrage au chef de l'État. Et pourquoi à chaque fois lorsque on recadre les dérapages du chef de l'État, c'est outrage au chef de l'État? Il devient roi. Est-ce que nous sommes dans une monarchie? Est-ce que la République appartient à la famille de Tshisekedi? Dernière question pour vous tous, Romain. Avant l'émission, quelqu'un me disait Kabila jouait au sapeur-pompier dans cette crise. Effectivement, les positions étaient diamétralement opposées entre l'institution président de la République et le Parlement. Et la rencontre de mardi a apaisé les tensions. Et Kabila en a été pour quelque chose. Est-ce que vous allez dans cette direction? Est-ce qu'on peut laisser Kabila rester à Kingakati seul? Pendant 18 ans, on l'a insulté, on l'a insulté. Il a laissé le pouvoir, il est resté à Kingakati. On continue à le poursuivre. Vous savez, dans le cours d'analyse du contenu, on nous avait appris ceci. Lorsque vous citez plusieurs fois les noms du diable, donc vous êtes les adeptes du diable. C'est ça ce qu'on nous avait appris dans le cours de l'analyse du contenu. Et la meilleure façon d'ignorer le diable, c'est de prouver la meilleure façon de prouver l'inexistence du diable, c'est de l'ignorer. Mais les acteurs politiques, à chaque fois, ils toussent. Même s'il veut ouvrir l'eau dans son robinet, Kabila a fermé le robinet. Mais écoutez, Kabila jouait le rôle exactement d'arbitre. Dans ces régimes où nous avons un régime hybride, semi-présidentiel, semi-parlementaire, le rôle du chef de l'État, c'est le rôle d'arbitre. Mais lorsque j'entends encore une autre vidéo, le chef de l'État, les Rangers Fati, à Gazen Tambwe Mwamba, vraiment, dans cette république, il n'y a que les allumeurs du feu. Est-ce qu'il était là lorsque le chef de l'État a gazé Ntambwe Mwamba et Maboun? Pour quelle raison? Non. À un certain moment, je vais en appeler aux acteurs politiques, aux Congolais. Ne pensez pas être super ou supérieur par rapport à la science. Merci. Vous avez demandé à ce que nous soyons dans un état de droit. Laissons les droits faire son droit. Merci. On va avancer. D'ailleurs, ceux qui ont pu suivre Janine Mabunda sur cette chaîne YouTube ont pu se rendre compte qu'au niveau du Front commun pour le Congo, ou même encore à la présidence de la République, l'intérêt commun maintenant, c'est l'ennemi que nous avons en face de le Covid-19. Les autres querelles, ainsi de suite, ne nous aident pas. D'ailleurs, c'est ce que ma source disait, que Kabila a beaucoup joué, il s'est impliqué personnellement pour que cette crise passe, parce qu'il considère lui qu'absolument il faut que l'on arrive à vaincre le Covid-19 et ensuite stabiliser ce pays qu'il aime tant. Charles, est-ce qu'on est passé à côté d'une crise? Sommes-nous passés de justesse? Je voudrais reprendre ma question, à côté d'une crise institutionnelle. Bon, je comprends beaucoup ta proposition. On a toujours invité Kabila au débat. Reprends la question. Pourquoi tu es toujours à la défensive? Vous n'avez pas la parole. Pius, vous n'avez pas la parole. C'est vous. Je voulais appuyer ce que vous avez dit ici. Non, reprends seulement la réponse. Reprends seulement la réponse. Je voulais appuyer ce que vous avez dit ici, que laissons Kabila tranquille. Laissons Kabila à côté. Attendez. Mais j'entends Jean-Pierre Kembe fait toujours inviter Kabila au débat. C'est quand même un peu curieux. Laissons le président, le sénateur Avi. Il a tout donné pour ce pays, s'il vous plaît. Il a tout donné. Mes sources de la cité de l'OUA, comme quand je parle de Félix Tshisekedi, j'appelle de temps en temps l'OUA.
Et quand je parle de Joseph Kabila, j'ai aussi mes câbles au niveau des Kingakati. J'aimerais que... Attendez, vous avez la parole alors. Donc, je dis que Pius a raison. Laissons Joseph Kabila à côté, à Kingakati. Il a servi ce pays pendant 18 ans. Jeune, il est arrivé au pouvoir. Jeune, il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, Kabila est... Tu sais qu'il avait dit à maintes reprises que chaque fois qu'il aura besoin de lui, il va aller les consulter. Attendez, laissez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissons Kabila de côté. Alors, revenons maintenant à ce que l'on est en train de dire ici. Pius s'est contredit lui-même, mais il ne s'est pas rendu compte de cette contradiction. Il parle que Tambwe Mwamba n'a pas dit que l'ordonnance du président Tshisekedi décrétant l'état d'urgence n'était pas conforme à la Constitution. C'est faux. Mais c'est faux et archi faux. Lorsque Tambwe Mwamba soutient que Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Il a dit comment j'ai suivi l'émission. S'il vous plaît. J'ai suivi l'émission. Il n'a pas parlé de ça. Il a dit nous sommes dans une situation de fait. Je ne sais pas. Il a dit nous sommes dans une situation. Non, parce que... Mais en fait, Tambwe Mwamba a été clair. Il a dit que Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Mais aujourd'hui, il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça que Félix a violé la Constitution parce que... Je vais réécouter l'émission aujourd'hui. Il interviewait là-dessus. Il avait voulu obtenir de manière claire sa réponse là-dessus. Et Tambwe était clair en disant que oui, la Constitution était violée. Voilà pourquoi aujourd'hui, il ne voulait pas faire appel au juridisme et que par la suite, le Congrès doit se réunir pour, curieusement, statuer sur l'ordonnance du chef de l'État. Non. Ce qui n'est pas... Non, laissez-moi parler. Pourquoi vous vous agitez plus sur moi? vous aurez la parole. Pourquoi? Pour statuer et donner un contenu légiféré sur une ordonnance qui était déjà prise. Mais Dieu merci que la Cour constitutionnelle, les juges constitutionnels, s'est prononcé aujourd'hui sur la conformité. Il ne revient pas au Congrès d'autoriser la déclaration de l'état d'urgence. Non, attendez. C'est un petit peu subtil, cette question. Et voilà pourquoi il fallait, coûte que coûte, séjour la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce là-dessus. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée en disant que le président de la République, conformément aussi à une jurisprudence de 2007 qui avait démontré noir sur blanc que le chef de l'État n'a pas besoin de l'autorisation du Parlement pour proclamer l'état d'urgence. Non. Ça c'est la catastrophe. Laissez-moi parler. C'est la catastrophe quand tu dis ça. Attendez. Où mettons-nous l'article 119? Vous devenez co-présentateur? Non, où mettons-nous l'article 119? S'il vous plaît. Mais Charles Equin, je vous comprends très bien. Mais pourquoi, quand il y a un débat d'idées, un débat démocratique qui est lancé dans le sens de renforcer notre démocratie, pourquoi ça énerve? Pourquoi doit-on parler d'outrage au président? Ça signifie que dans ce pays, personne ne peut plus émettre un point de vue, ou ça signifie que l'institution président devient la monarchie, une institution supérieure par rapport aux autres, au point que le porte-parole du président décide de s'en prendre ouvertement à un chef de corps constitué qui se trouve être le président du Sénat. Je pense que nous sommes dans une démocratie. Apparemment, on n'est pas dans une s'il vous plaît, s'il vous plaît. On s'attaque à ce qu'est le président. Et par essence, la démocratie, c'est la contradiction. La démocratie, c'est la divergence de vues. Si le porte-parole a dit que c'était l'outrage au chef de l'État, c'est de sa liberté. Alors mais lui il s'en prend quand même à un chef de corps. Attendez, le porte-parole du chef de l'État est un citoyen congolais. Il n'est pas juge pour qualifier cette infraction, mais il peut s'exprimer là-dessus. Mais c'est au juge de statuer pour donner un contenu, pour dire, préciser si ce qui est fait est un outrage ou pas. Mais en démocratie, par essence, les gens s'expriment librement. Mais on ne doit pas aujourd'hui... À l'époque, quand Mabunda parle, on crie à l'outrage. Non, mais... Quand Tamumamba recadre encore, on crie à l'outrage. Ça signifie que la démocratie est perçue différemment selon qu'il s'agit... Jean-Pierre Kayembe, en démocratie, les gens doivent s'exprimer. Ce n'est pas le cas. Les gens peuvent... Non, mais attendez. Les gens doivent s'exprimer
chaque citoyen peut qualifier ce qu'il veut qualifier, mais pourvu que cela ne soit pas une infraction, ne constitue pas une infraction en soi. Mais dire que Tamemamba a outragé les chefs de l'État, c'est de sa liberté. Moi, je ne trouve pas que cela doit être constitutif d'une dictature telle que vous voulez présenter ça dans l'opinion. Alors, revenons. Finalement, vous voulez m'embrouiller pour que je ne parle pas de cette question importante parce que Pius a parlé, a essayé un peu de flairer la technicité même de cette question. Je disais que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice, en 2007, s'était prononcée justement sur cette question et de manière claire que le président de la République n'a pas besoin de l'autorisation préalable du Parlement pour décréter l'état d'urgence. C'était clair. Et cette deuxième jurisprudence, ce deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle constitue une deuxième jurisprudence. Aujourd'hui, le Congrès intervient quand? Le Congrès intervient en aval pour proroger l'état d'urgence ou mettre fin à tout moment à cet état d'urgence. Voilà là où intervient le Congrès. Voilà là où intervient le Congrès. Mais le Congrès... Pour autoriser et même mettre fin... Le Congrès autorise la prorogation. Non, attendez, s'il vous plaît. Non, mais alors, en ce moment-là, vous êtes en train de raconter votre petite vie. Parce que le juge constitutionnel s'est déjà prononcé là-dessus en disant que l'ordonnance du président de la République décrétant l'état d'urgence est conforme à la Constitution. Okay. Et que cette ordonnance a été décrétée, promulguée sans que le Parlement ou le Congrès ait autorisé cet état d'urgence. Donc, attendez s'il vous plaît, je termine là. Qui peut interpréter la Constitution? Qui peut vérifier la constitutionnalité des actes du président de la République qu'est la Cour constitutionnelle? C'est la Cour constitutionnelle qui est bien entendu habilitée à statuer sur les ordonnances du président de la République. Ce n'est pas les congrès. Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle, interprétant la Constitution, s'est appuyée notamment sur la jurisprudence de l'arrêt de 2017 pour déclarer conforme à la Constitution l'ordonnance du président de la République. Vous allez répondre pendant une minute. Hier, quand cette Cour a autorisé à la commission électorale... Mais ça, c'est pas le débat, non? Attendez, je comprends que vous êtes en difficulté. C'est pas possible. Quand on dit qu'il y avait des mesures, des circonstances exceptionnelles qui n'ont pas permis d'organiser les élections et qu'on donne l'autorisation à la CENI de poster les élections, on a dit que la Cour était inféodée. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous regarder en face et dire qu'à l'époque, la Cour n'avait dit que le droit? Bon, je comprends un peu votre tendance. Wow. Je comprends la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, mais je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette... Même les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui comprennent que Jean-Pierre Kayembe a une tendance claire. Mais en présentant l'émission, je pense que cette tendance doit être effacée. Alors maintenant, je réponds à votre question. Attendez, dans ce pays, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on peut s'opposer, on peut dire là-dessus, on peut gloser là-dessus, comme, souvenez-vous encore, en 2000 aux États-Unis, sur les cas Al Gore et George Bush, la Cour s'était prononcée, la Cour suprême s'était prononcée. Mais cela n'avait pas empêché aux scientifiques de réfléchir. Donc ça veut dire qu'à travers le monde, les arrêts de la Cour constitutionnelle peuvent être contestés et cela a toujours occasionné des réformes. Mais les arrêts s'imposent et sont exécutoires immédiatement. Donc c'est pour dire tout simplement que la Cour constitutionnelle peut rendre un arrêt qui peut qui peut susciter la polémique, mais l'arrêt de la Cour reste arrêt de la Cour. Et l'arrêt s'impose. Et ça n'exclut pas qu'il y ait des gens qui peuvent réduire là-dessus. Merci. Voilà. On espère que prochainement, quand la Cour rendra un arrêt qui soit en défaveur du président... Non, il y aura ceux qui peuvent toujours donner un autre point de vue. Parce qu'aujourd'hui, cet arrêt, au sein même de GFCC et beaucoup d'autres,
Il y a des juristes qui ne sont pas d'accord avec ça. Vous suivez Jacques Njoli et beaucoup d'autres juristes, ils ne sont pas d'accord avec cet arrêt. Jacques Njoli n'est pas du FCC. Non, il n'est pas du FCC, je parle aussi des juristes et même certains du FCC qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est de leur liberté. La parole va tourner. Pourquoi tu as agité? Alors la parole va tourner avec Nico. Est-ce que vous comprenez l'intolérance qu'il y a aujourd'hui sur Internet, que des gens s'en prennent à Tambo Mwamba? C'est parce qu'il a osé dire que le président aurait dû procéder autrement que ce qu'il avait fait. D'abord, mon plus grand satisfait est que ceux qui ont condamné les institutions de la République hier, aujourd'hui, ils se retrouvent dans les décisions prises par les mêmes institutions qu'ils ont savonnées hier. Vous comprenez dans quel état nous sommes. Dans ce pays, il y a eu une époque où vous ne pouvez jamais émettre un avis en faveur d'une institution de la place. Une fois que vous émettez un avis en faveur des institutions de la place, limitez et ceux qui sont à ma gauche vous étiquetez d'avoir été corrompus. Vous lâchez. Ose seulement dire que non, la Cour suprême en cette question avait raison. Oh, Oliembongo. Tu n'es pas du côté du peuple. Voilà comment nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, qui est du côté du peuple? Non, c'est ça la question que nous devons poser à ceux-là qui ont fait saccager les maisons des gens. Dans ce pays, on a eu à saccager les maisons des gens parce que chacun a émis un point de vue. À ma qualité d'otage de principe esclave de la science, je me réjouis de ce que la Cour constitutionnelle a dit. Parce que moi, j'ai eu à passer des émissions. Aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'il y a un déficit textuel. Parce que dès lors que la Constitution avait émis de grandes lignes, il y aurait eu une loi organique qui pouvait accompagner cela. C'est là où la faiblesse qu'il y a eu. Mais à ce jour, devons nous contenter de ce que la Constitution a dit, parce qu'il y a l'absence de loi organique. L'article 85 dispose que le président, pour proclamer, doit entrer en consultation avec le Premier ministre, les deux présidents des deux chambres. Mais il y a une confusion lorsque, à l'article 119, on dit, maintenant, la Constitution se compte pour dire que non, avant que cette proclamation, il doit y avoir les congrès. Il y a une contradiction au niveau de l'article 119. Qu'à cela ne tienne, à ma qualité de procédurier, dès lors que la Cour constitutionnelle de mon pays s'est prononcée, je m'incline. Mais j'aimerais que... On dit que Tambo Mwamba ne maîtrise pas le droit congolais parce qu'il a étudié le droit congolais. Au Burundi, écoutez, j'ai dit ceci. J'aimerais que cette élégance politique qui me caractérise puisse aussi caractériser les gens qui ont fait tuer les gens parce que quelqu'un a émis un avis contraire par rapport au sien. Dans ces pays, Janine Maboun a outragé. S'il faut parler en termes d'outrage, quel est ce Congolais qui a été outragé, insulté comme Kabila? Posons la question. Au contrario. On lui a donné tous les noms. Écoutez, quelque part. Moi, je pense que Charles Quint, qui a accepté aujourd'hui de faire route avec l'UMT, parce qu'il n'a pas encore été déçu par l'UMT, je vous assure qu'il sera déçu par le comportement de ces gens-là. Il sera déçu. Aujourd'hui, Janine Maboun, président d'une institution démocratique comme l'Assemblée, et pense que les présidents de l'Assemblée et du Sénat sont assujettis au président de la République. C'est ça leur conception. Non. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Nancy Pelosi a déchiré le discours de Trump en sa présence. Est-ce qu'avez-vous entendu parler de l'outrage? Avez-vous entendu parler? Nancy Pelosi, président de Chambre de représentants, a déchiré le discours de Donald Trump en sa présence. Ça signifie que l'UDPS qui défend un état de droit... Non. Écoute, n'est pas prêt, je pose la question, n'est pas prêt à supporter ou à faire un débat d'idées. Écoutez, Jean-Pierre, je vous interdis de dire ça. Moi, je vécu dans... Non, s'il te plaît. Quand vous parlez de la démocratie au sein de l'UDP Tshisekedi, depuis quand d'abord un parti politique qui se veut être pour tout le monde doit avoir l'épithète Tshisekedi? C'est un bien familial. Comment je ne sais pas. Êtes-vous abruti ou bien êtes-vous envoûté ou quoi? On vous dit que c'est un parti pour tout le monde. Mais néanmoins, on dit IDPS barre Tshisekedi. Comment un parti qui a une petite... Non, s'il te plaît. La démocratie que vous évoquez, il faut l'élaguer de cette histoire de l'UDPS Tshisekedi.
Là, c'est la pensée unique. Ou voilà comment ils pensent qu'ils sont encore sous les arbres. Comme là, il n'y a que la pensée du chef que tout le monde doit suivre, doit embarquer comme étant des moyens politiques. On pense que lorsqu'on devient chef de l'institution politique d'un État, que toutes les institutions doivent suivre la même logique. Voilà, c'est-à-dire pour eux, le chef d'une institution ne peut pas émettre un avis contraire au chef de l'État. Ça s'appelle de l'outrage. Écoutez, ça s'appelle quoi? Attention au qualificatif. Vous parlez d'une institution. Au Congo, nous avons 4 institutions. Et nous avons 3 institutions politiques. Nous avons le président de la République, nous avons le Parlement et nous avons le gouvernement. Ce sont les institutions politiques de l'État. On dit le président a tourné sur ta moment. Attention, écoutez, ce débat-là, il faut l'amener dans les FECODI, dont les sièges État à Éthiopie, à la place échangeur, sous les arbres de Limité, ou bien devant le palais du peuple. Mais ce n'est pas un débat que vous devez amener sur un plateau. Et surtout que moi, procédurien, je suis sur ce plateau-là. Il faut dissoudre ce Parlement qui m'a... Attention. Nous sommes dans le régime de séparation des pouvoirs. Le président de la République a des prérogatives. De même qu'il a aussi les prérogatives de dissoudre l'Assemblée, pas le Parlement, l'Assemblée, dans une certaine mesure. De même aussi, dans une certaine mesure, l'Assemblée et le Congrès peuvent aussi le déférer devant la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, c'est ça ce qui fait que nous soyons dans le régime de séparation des pouvoirs. Les pouvoirs arrêtent le pouvoir. Merci Nico. Est-ce qu'on pourrait dire à ce stade que la rupture est inévitable entre Kabila et Tshisekedi? Quelles en seraient les conséquences? Non, écoutez, je voulais d'abord appuyer ce que mon frère dit par rapport à l'UDPS. L'UDPS ne prend pas l'État. L'UDPS prend l'État des jeunes. Je vais vous donner... S'il vous plaît, l'UDPS a battu campagne sur un slogan... Non, il faut préciser, l'UDPS barre Tshisekedi, parce qu'il y en a 4. C'est plus qu'à la parole. Non, l'UDPS prend l'État des jeunes. Je vais vous prouver. À Kasumbalesa, il y a des images où les militants de l'UDPS avec Macron sont à la frontière, en train d'arrêter de percevoir l'argent de l'État. Au nom de l'UDPS. Ah bon? Si vous niez, je vais vous donner cette vidéo et vous allez la mettre, vous allez la monter au moment où je parle de ça. Kaboula fait quoi? Je vous dis, ils sont intouchables. Comme ceux qui ont fermé la maison communale de... Mais oui, ils sont de la famille présidentielle. L'Engaliema, ils sont de la famille présidentielle. C'est un parti présidentiel, c'est une province présidentielle. On a appris sous ces régimes. Si tu lis, je vais te donner tous ces éléments de preuve. Alors, répondez à ma question. Deuxième fait. D'entendre-moi comme ça. Janine Mabona, Félix Tshisekedi, qui a un cursus universitaire. Non, s'il vous plaît, ne tombez pas vous aussi dans l'outrage. Non, je ne tombe pas dans l'outrage. Je veux recadrer ceux qui disent Tshisekedi a cancellé Kabila. Il a menacé Kabila. Et Nico vient de vous montrer, de vous dire ici. Vous savez ce qui tue le Congolais, c'est quoi? Il n'arrive pas à comprendre qu'il y a séparation des pouvoirs. Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Nous ne sommes pas à l'époque du MPR. Même à l'époque de Kabila, les pouvoirs pouvaient arrêter les pouvoirs. Sauf que la majorité parlementaire, la majorité présidentielle était d'un seul côté. Ici, il y a séparation des pouvoirs. En réalité, notre constitution ici est problématique. L'article 85 dit que le chef de l'État peut proclamer l'état d'urgence en concertation avec le proclame. J'entre, proclame l'état d'urgence après concertation avec le Premier ministre et les deux présidents. Et le 119 c'est contredit. qu'il doit avoir l'autorisation du Congrès. Et le 145 vous disent les matières sur lesquelles, quand vous dites qu'il peut se réveiller aujourd'hui, il déclare l'état d'urgence, l'état de guerre. Donc il peut se réveiller, il dit, je déclare l'état de guerre sans le Parlement. Vous êtes en train de rêver, vous voulez nous entendre. Vous pensez que cette République est pleine d'abrutis? Nous réfléchissons. Si les abrutis se trouvent à la présidence, pas dans d'autres institutions, pas dans la profession journalistique, nous réfléchissons. Cus Romain, voilà. On est à la fin de l'émission. Pour continuer sur la question que vous avez parlé, mon frère,
On est presque à la fin de l'émission. Ça c'est pédagogique, hein. Mais je pense que non, on ne peut pas. Il y a une certaine catégorie qui ne comprendra jamais ces débats. Alors, comme vous le constatez, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Elle est hebdomadaire. On espère que très prochainement, nous aurons même 2 numéros par semaine. Encore une fois, nous encourageons celles et ceux qui nous envoient des messages, qui commentent, qui nous appellent pour nous féliciter ou encore nous faire des observations sur ce que vous constatez. Les invités d'aujourd'hui, je vous rappelle, Puskome Roland, Charles-Étienne Kankou et Nico Faye. Charles-Étienne, vous prenez la parole. Vous avez sans doute des choses à dire sur le Congrès, mais je voudrais qu'on avance quand même parce que la télé, c'est le temps aussi. On va parler de l'affaire Caméré rapidement. On lui a refusé pour la 2e fois la liberté provisoire. Il reste en détention préventive. Entre-temps, les procès sont suspendus au niveau des cours et tribunaux. Et il y a une invitation, un mandat, un avis de recherche maintenant lancé contre son neveu, Daniel Kingui, alias Massaro. On apprend maintenant qu'il a pris fuite et que la police est à ses trousses. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, merci beaucoup, mais j'aimerais C'est un petit mot par rapport à ce qui est dit ici. Vous avez 3 minutes. Justement, dans mes 3 minutes là, je peux me prendre 1 minute 30 ou 2 minutes. Et puis le reste, ne vous agitez pas s'il vous plaît. Ici, je dois rappeler que la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution l'état d'urgence décrété par le président de la République. Vous l'avez déjà dit. Et il n'y a que cette Cour-là qui a la compétence d'interpréter la Constitution. C'est clair. On est content qu'on Et fasse toute autant autre confiance à la incantation Cour. ici, que j'entends sur place ici, le Parlement n'a pas mission d'autoriser le président de la République à proclamer l'état d'urgence. Non, l'article 85 119. parle clairement du président qui proclame l'état d'urgence. L'article 119 Autorise. L'article 119 Autorise. ne parle pas de l'autorisation préalable. Non. L'article 119. On autorise à quel moment? Le Parlement intervient pour l'autorisation de prorogation Non, de l'état d'urgence. non, Oui. non. Nous allons revenir là-dessus. Non, là je ne laisse pas. Oui. Je lis l'article pour. Je vais lire l'article. Vous allez réagir. Je vais lire l'article. Oui, moi, je Je vais lis. aussi lire. Les 2 chambres. Ça c'est le 119. Les 2 chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. 1. La procédure des révisions constitutionnelles conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Il y a ceci. Alors, conformément à l'article... Lisez l'article 85. Mais oui, après consultation. Lisez l'article 85. Mais c'est après consultation, non? S'il vous plaît, j'ai dit, lisez l'article. Oui, après consultation. Attendez, la concertation, dont on parle à l'article 85 n'est pas une autorisation. C'est l'information que le président de la République donne au président du Sénat, au Premier ministre. Attendez, s'il vous plaît. Il s'écuit. Il s'écuit. Il s'écuit. S'il vous plaît. Ah. C'est une information Ouais. que le président donne aux 2 présidents de les chambres. Et puis, au Premier ministre. et puis il se taise. Et puis il se taise. Les deux présidents se taisent. Attendez. Les 2 présidents se taisent. Vous êtes... Non, après qu'ils soient informés. Donc, Mais le président... Comment expliquer que les débats institutionnels se retrouvent dans la rue avec Jean-Marc Caronte qui nous bombarde des chiffres, 7 millions pour le Congrès? Pourquoi l'UDPS, on a tendance à déplacer le débat et à l'amener dans la rue? Je te dis, c'est un état de jeune. S'il vous plaît, je pense que l'UDPS est le vrai parti démocratique. Ah, laisse-nous boucher les oreilles. Laisse-nous boucher les oreilles. Quel parti vrai démocratique? Non, il ne peut pas nous boucher les oreilles avec ce qu'il dit là. S'il vous plaît, Charles-Étienne. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes agité. Non, tu ne peux pas nous boucher les oreilles. Je comprends. Vous avez un laboratoire de menteurs et tu dis que c'est un parti démocratique. Charles-Étienne. Tu ne peux pas nous boucher les oreilles avec l'UDPS. Les partis démocratiques. Quel parti démocratique? Très bien, merci beaucoup, je comprends la réaction du panafricaniste séparatiste que M. Plus Romain Roland. Je comprends. Non, il faut chasser tous les désordonnés. Des Kassoumales et tout ça, des mensonges. Des mensonges. Donc, je vais dire ceci. Dans ce pays ici,
l'UDPS est le seul parti politique au sein duquel s'exerce la vraie démocratie. Parce que, attendez, à l'époque, vous vous agitez pourquoi? Félix Tshisekedi a été élu au Congrès. Kamere, pour s'être opposé à Joseph Kabila, on l'a fait partir du PPRD. On l'a fait partir, on l'a chassé. Et Moubake où? Bruno Mavungu où? Chibala où? Berchika où? Trois contradicteurs. Non, les autres sont où? Trois contradicteurs, c'est des problèmes. Corneille Moulumba où? Qui ont dit non à Tshisekedi, lynchés d'ailleurs. Ils n'ont jamais été chassés. Il n'y a aucun acte administratif chassant tous les gens que vous venez d'évoquer là. Il n'y en a pas. Parce que vous avez dit, Vital Kamerhe n'a jamais été chassé du PPRD. Il a démissionné du perchoir de l'Assemblée nationale. En tout cas, est parti de lui-même. faux et archi faux. Faux. Je voudrais qu'on parle quand même des Kamerhe. Vous avez 3 minutes vous aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ouvre plusieurs fronts à la fois? Est-ce qu'il s'agit de règlement des comptes? Pourquoi seulement maintenant? Voilà, vous avez 3 minutes. Vous savez, lorsque nous venons, c'est pour que les internautes et les téléspectateurs retiennent quelque chose. Ce que Charles Laquin est en train d'alléguer ici, je ne pense pas qu'après le mandat d'Antoine, il va continuer de la même manière. Vous l'appelez quand même président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est Il y a... Il n'est pas né président de la République. Je donne un cas de figure. Albert Moleka, alors de quelle manière Est-ce que tu peux me prendre aujourd'hui une décision prise à l'UDPS chassant Albert Moleka? Mais quand on te dit que tu es de l'UDPS, est-ce que tu peux me prendre un acte, un document, une décision? Mais tu intervenais ici. Je vais faire de la même manière que vous m'avez coupé la parole. Moi, je vais faire ça. Alors, directeur de cabinet, il était resté avec le effets du parti. Il n'y a jamais eu une décision signée par Tshisekedi chassant Albert Moleka. Toi, tu étais à l'UDPS, tu peux prendre une décision? Hein? Non, arrêtez de raconter des mensonges comme ça. Vous avez 2 minutes d'affaire Kamerhe. Vous savez, dans ce pays, je me dis, est-ce que la famille Tshisekedi ou bien l'UDPS Tshisekedi doit toujours continuer à penser que tout le monde doit suivre tous ces faits et gestes? Dans ce pays, moi qui vous parle, c'est-à-dire quoi? On m'avait surnommé que non, je suis anti-Antoine, anti-Kamerhe. Parce que j'ai dénoncé tous les jours les méfaits qui s'est passé à la présidence de la République. Tous les marchés qui se faisaient. Dans quel pays au monde où il y a une ordonnance présidentielle nommant le secrétaire général de ministère, mais un directeur de cabinet a eu à suspendre l'exécution de cette ordonnance de tous les secrétaires généraux? Une ordonnance présidentielle, mais suspendue par une décision verbale d'un directeur de cabinet. En ce moment-là, Antoine a prié. Au Congo-Kinshasa, lorsqu'on a dit qu'il y a eu un détournement de 15 millions, appuyé par un rapport de l'IGF, c'est-à-dire l'Inspectorat général des finances, de qui est sorti ce propos? Rétrocommission. De qui est sorti ce propos? C'était pour justifier quoi? Aujourd'hui, si on était dans un état, le procureur, si moi j'étais procureur, près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, en vertu du principe de la saisine d'office par le procureur, on pouvait même demander aussi à Antoine, qu'est-ce qu'il entendait par rétrocommission et pourquoi avait-il employé cela en son temps lorsqu'on parlait de détournement de 15 millions? Écoutez, il y a des questions de droit. Pourquoi, lorsqu'on a parlé de détournement, mais vous êtes allé pour justifier ces détournements en rétrocommission? Est-ce que vous soupçonnez... Attention, hein, c'est profond. J'ai toujours amené un débat plus haut, et c'est pour ça que je suis souvent compris. Est-ce qu'on peut le comprendre? Pourquoi à un temps, on a justifié, et aujourd'hui, on ne justifie plus? C'est-à-dire, il faut comprendre que Antoine et l'UDPS Tshisekedi se sont rendus compte que Vital Kamerhe a commis beaucoup de bavures. Il y a certaines bavures qu'il informait aux autres. Et on a découvert qu'il y a certains dossiers, il y a certains marchés que lui passait à l'insu des autres et que lui se serait fait une forte santé financière au détriment des autres. Et entre-temps, l'aspect aussi, l'opinion. Aujourd'hui, l'UDPS Tshisekedi s'est rendu compte que non, son opinion a été ternie. L'image a été ternie et que sur le plan de popularité,
qu'il faille encore refaire beaucoup d'efforts. Donc il faut sacrifier des gens. Écoutez, pour ce que vous devez savoir, pour l'UDPS Tshisekedi, c'était un parti sans pitié. Il y a eu des combattants de longue date, mais pour des raisons de l'opinion d'une seule personne, on a sacrifié les gens. Belchika avait été sacrifié pour le parti. Or, Belchika avait reçu la Là, paraît plus de 3 minutes, hein? Oh là là, Voilà. On parle plus de 3 minutes, 5 minutes déjà. 5 minutes. Pardon, chérie, s'il vous plaît. Il y a des personnes que l'UDPS Tshisekedi a sacrifiées, n'avoir commis aucun forfait. Belchika a été sacrifié. Vous l'avez dit, merci. Valentin Moubake a été sacrifié. Albert Moleka a été sacrifié. Écoutez, la liste est longue. Merci Nico. Plus Romero, là, vous prenez la parole rapidement. 3 minutes parce qu'on a vraiment débordé. Vital Kamerhe, sacrifié, victime expiatoire. Connaît-il des choses pour lesquelles le président serait également opposé? Jean-Pierre, dans un état normal, cette question ne pouvait pas amener débat à la place publique. C'est un exercice normal d'auditer sur les finances publiques de l'État. C'est un exercice normal. Et pourquoi ça doit agiter les cocotiers? Pourquoi? Je vous ai dit ici, je suis en train de vous envoyer les vidéos que lui a niées de la barbarie de l'UDPS à Kasumbalesa. Je vous ai envoyé ça. Et mets ça pendant que je parle. On mettra ça. Hein, je viens de vous envoyer ça. Que lui a nié. Et l'opinion va comprendre quand il demande les actes. Il y a beaucoup d'instrumentalisation. S'il vous plaît. Surtout au Katanga. S'il vous plaît. Il y a beaucoup d'instrumentalisation. On peut faire porter les gens des t-shirts pour les passer. Laisse-moi passer. Il n'y a rien de vérité dans ce que vous dites. C'est connu les discours. Les discours. Lorsqu'on parle des DPS au Katanga aujourd'hui, nous savons tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Nous savons ce qui s'est dit aujourd'hui. Ce sont des choses fabriquées, montées comme ça. Merci. Tu as fini. Voilà. Tu as fini. Oui. Je vous ai dit qu'il est membre de l'UDPS, tu as nié. Non, toi tu es aussi membre du PPRD. Et tu entends comment il s'agit? Membre du PPRD. Alors, moi j'ai dit ceci. Toi tu es membre du PPRD. J'ai dit ceci. Et tu as travaillé pour le PPRD toutes ces années. J'ai dit ceci. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Je parle ici. Tous les cadres du PPRD qui connaissent Pius Romero là, qu'on me montre ma carte d'adhésion. Point très. Parlons du cas. Parlons du cas qui fait jaser. Vous avez 2 minutes. Dans un état normal, et le président de la République et son directeur de cabinet devraient démissionner. Pourquoi je dis ça? Non, il est impliqué. Comment toi tu as un collaborateur, Nico vient de le dire, il a défendu la rétrocommission. Pas seulement défendu la rétrocommission, jusque-là, Vital Kamerhe se comporte normalement. Vrai ou faux? C'est son subalterne, non pas directeur de cabinet, mais vice-président de la République qui n'est pas inscrit dans la Constitution. Il y a les marchés de grosses sommes d'argent d'un programme laissé par son prédécesseur. Raison de laisser ce programme, c'est du fait qu'il fallait mener des études approfondies parce qu'il y avait des endroits où il y avait des tuyauteries et des câbles. Vite, pour justifier que nous venons dans un état de construction, vous allez dilapider l'argent du trésor public. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai écrit et je vous ai dit que c'est Vital Kamerhe lui-même qui s'est mis dans cette situation. On vous lance la première convocation. La moindre des choses, c'est d'aller répondre. Tu as médiatisé la convocation, l'invitation. Tu as instrumentalisé tes partisans. C'est acharnement politique, c'est acharnement politique. Aujourd'hui, on l'a mis face à face avec Blattner, Eric Thielmans, avec les autres, tous. Approuvent qu'ils ont reçu l'argent, pas de la manière qu'on est en train de le dire. Ceci pour dire, et la fuite même de son neveu justifie justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va fuir. Il s'enfonce. Et puis la demande de liberté provisoire. Pour quelle raison? Tu n'es pas encore entré en confrontation. Le dossier est à l'instance des préjuridictionnels. C'est au niveau du parquet. Est-ce que vous comprenez quand on dit par exemple que c'est un effort pour la lutte contre l'impunité parce que sous Kabila, jamais un directeur de cabinet ne pouvait se retrouver en prison? Mais puisqu'ils n'ont pas volé.
Mais les autres sont des voleurs. Tu peux me citer qui des directeurs cabinet de Kabila a volé? Les dossiers Bochab, je vous avais dit, il avait démissionné, il est allé à la disposition de la justice. Je vous avais dit qu'il avait démissionné. Est-ce que je ne l'avais pas dit sur le même plateau avec vous, sur Télé 50? Quand cette histoire a commencé, j'ai dit, la meilleure des choses, c'est que Kamere doit démissionner pour se mettre à la disposition de la justice et être lavé, s'il est lavé. Mais il est député national, non? Il peut rentrer à la chambre basse. Mais avec ce qui se passe, je vous dis, mon frère, 300 millions de dollars. L'émission de ce soir est terminée. Non à la balkanisation de la RDC. L'émission a aussi caractère pédagogique à ceux qui disent que sous Kabila, les hauts responsables n'avaient jamais été arrêtés. Ceux qui connaissent Philippe Rungi, il est actuellement avec Bahati Dokebo, il est dans la FDC. À l'époque, ministre du Développement Rural, on connaît tous l'histoire qu'il avait été emprisonné. Ou encore Charles Nawesh Katot, ancien patron de la presse présidentielle, emprisonné pour des faits de corruption, je crois des détournements également. C'est très important pour que l'opinion le sache, parce qu'il est important que l'information circule. L'émission de ce soir est terminée. Si effectivement Vital Kamerhe a détourné, il faudrait peut-être remonter la filière. Aujourd'hui, on fait la chasse à ses proches, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui se sont enrichis de manière ostentatoire autour du président, qui sont de sa famille. La CECO avait dénoncé, évidemment, on se souviendra encore de cette dénonciation, l'enrichissement scandaleux des proches du président. Pourquoi ne pas remonter la filière, voir ceux qui se sont tapés des belles voitures, des belles parcelles, alors qu'ils n'occupent peut-être pas tu n'occupes pas, je veux dire, des fonctions officielles. Mais nous demeurons convaincus ici d'un non à la balkanisation, qu'il faut à l'heure qu'il est faire un front commun contre le Covid-19, bannir des petites querelles intestines, des petites chamailleries ici et là, se mettre ensemble, vaincre le corona, mais surtout consolider cette coalition FCC Cash, qui est le socle de notre stabilité. D'ici là, portez-vous bien, écrivez-nous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, Déo, encore Parosia. Et, voilà, merci à l'équipe technique, Déo, Parosia et Daryl. Merci à vous tous qui allez suivre ce programme. Nous attendons vos réactions par ce numéro affiché au bas de votre téléviseur ou sur ma page Facebook Jean-Pierre Kaïbe officiel. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Prenez soin de vous, préservez vos proches parce qu'effectivement, le coronavirus existe et c'est une menace réelle. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.